Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission littéraire Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il était journaliste et rédacteur en chef du quotidien local à la Martinique et qui écrit aussi depuis de nombreuses années. Je reçois Rudy Rabatali. Bonsoir. Rudy, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir et on vous reçoit pour votre premier roman, Coquelicot, publié à Caraïbes Éditions en décembre 2024. Jusqu'alors, vous avez publié des nouvelles depuis de nombreuses années et aujourd'hui, vous publiez ce premier roman. Qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle forme littéraire, le roman, par rapport aux nouvelles? Alors, j'ai beaucoup, comme vous savez, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup travaillé sur l'actualité, c'est-à-dire sur des faits réels. J'ai très peu, je n'ai jamais travaillé sur la fiction, en réalité. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai encore beaucoup de mal à me considérer comme un écrivain, parce que je me considère avant tout comme un journaliste, ayant donc écrit pendant de nombreuses années sur la réalité, sur l'actualité, on va dire ça comme ça. Et je me suis lancé en me disant qu'il fallait bien que je tâte le terrain de la fiction, d'essayer de voir un peu ce que c'est que d'inventer des personnages au lieu d'écrire sur des personnages qui existent et qui sont bien réels. Et c'est un exercice qui m'a plu, qui était nouveau, et c'est en ce sens que si l'écriture au sens général n'est pas une nouveauté pour moi, ce qui m'a plu, c'est la réalité de découvrir l'invention de personnages. Voilà. De laisser libre cours à votre imaginaire. Voilà, à la fois mon imaginaire et mon imagination se sont entrecroisés pour créer ce roman et cette foule de personnages. C'est ça. Alors, Coquelicot. Alors, je précise Coquelicot écrit en créole K-O-K-L-I-K-O, qui est en fait notre hibiscus tropical. Oui, c'est ça. C'est la fleur d'hibiscus traduit en créole. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'hibiscus, mais nous, enfin, je pense qu'il faut mieux qu'on dise coquelicot. C'est un coquelicot. D'accord. Alors, vous avez fait le choix de cette fleur tropicale, non seulement pour le titre du livre, mais aussi vous lui donnez une place très importante parce qu'en fait, elle est en fil conducteur tout au long de l'ouvrage. Quasiment chaque personnage a sa forme de coquelicot. Quel sens donnez-vous à cette fleur et pourquoi l'avoir choisie? Ah bon, c'est une fleur qui est d'abord qui est très jolie et qui ne demande pas grand-chose pour être vue. Elle est partout, qui ne demande pas d'entretien particulier non plus. Et elle a la particularité de pousser quel que soit le temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve ou pas, les fleurs de coquelicot éclosent. Donc c'est une fleur que personnellement j'aime beaucoup et puis qui est partout dans la Caraïbe. Cette fleur existe dans toutes les îles, en tout cas toutes celles que j'ai pu visiter, il y a des fleurs de coquelicot. Alors, dans mon ouvrage, dans le livre où l'espace du livre, c'est également la Martinique et également Haïti. Oui, on va y venir. Alors en Haïti, on ne dit pas coquelicot. En Haïti, ils disent chou black. Ah oui? C'est comme ça qu'on appelle un chou black rouge. Pour le coquelicot rouge, mais j'ai voulu garder coquelicot pour bien montrer que c'était une fleur qui transcende toutes nos régions de la Caraïbe. Ça, c'est une sorte de porte-bonheur aussi pour vos personnages. Oui, c'est une fleur porte-bonheur et c'est une fleur qui traverse tous les personnages qui sont la plupart, enfin les personnages principaux qui sont dans le livre, se raccrochent un peu en quelque part d'une manière ou d'une autre, soit par un bijou, soit par un panier de fleurs ou quelque chose de ce genre, à la fleur du coquelicot ou un jardin dans une maison. C'est ça, et même Mélanie, qui est le personnage principal, se fait appeler Ti Coquelicot Oui, par sa alors, tante. Mélanie, c'est le personnage principal. Effectivement, c'est une fille que l'on voit grandir, mais c'est un enfant que l'on voit grandir tout au long du livre, et qui avait la particularité, quand elle était petite, de toujours se planter dans les cheveux une fleur de coquelicot, et d'où ce surnom que lui donnait le voisinage, et également sa tante de Petit Coquelicot. C'est Voilà. ça. Alors, elle se pose la question,
Au fait, existe-t-il des coquelicots bleus? J'ai envie de vous la poser. Alors personnellement, je pense que ça doit exister, certainement, j'en ai jamais vu. Ouais. Je n'ai jamais vu. Et elle se pose la question à un moment donné s'il existe des coquelicots bleus, parce qu'elle aurait bien voulu les marier à un coquelicot rouge, Rouge, c'est ça. qu'elle a bien sûr, et le marier à un coquelicot rouge, ce qui fait le bleu et le Et le rouge, rouge, qui est la couleur du drapeau haïtien. c'est ça. Et donc, comme on est dans cette perspective où on passe de la Martinique à Haïti, où les imaginaires entre Haïti et la Martinique se croisent, à un moment donné, comme elle est à la recherche de sa filiation haïtienne, elle s'est posé cette question. Bien sûr qu'elle aurait bien aimé séduire avec ce Avec drapeau, les avec les couleurs couleurs. de son drapeau haïtien. C'est ça, on comprend mieux comme ça Ouais. cette question. Alors, vous l'avez dit, hein, ce roman se passe en grande partie en Haïti, entre la Martinique et Haïti. Et vous qui êtes martiniquais, pourquoi avoir choisi Haïti en toile de fond comme scène pour votre roman? Alors, je crois que c'est un pays qui m'a toujours fasciné. D'abord, en tant que journaliste, j'ai eu l'occasion d'y aller 3 fois à l'occasion de reportages. Et c'est un pays qui m'a toujours fasciné. J'ai jamais, je me suis toujours posé des questions sur ce pays qui fait l'actualité de par justement ses difficultés, cette misère incroyable, cette violence incroyable que l'on voit tous les jours et que l'on entend tous les jours dans l'actualité, et la richesse, et paradoxalement cette richesse qu'il y avait dans la littérature, dans cette littérature, mais également dans tous les arts, dans tous les arts d'une manière générale, que ce soit le théâtre, la peinture, la littérature et tous les arts vivants, on peut dire. Et ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours été un grand lecteur d'auteurs haïtiens. Et c'est en ce sens que naturellement, quelque part, est venue cette filiation, on va dire, entre la Martinique, qui est mon pays, et la filiation de mon personnage qui se déroule sur Haïti et sur la Martinique. Alors effectivement, vous décrivez des scènes d'un quotidien difficile en Haïti. Est-ce que c'est une forme de réhabilitation que vous souhaitez faire à travers vos pages? Non, il y a à la fois les scènes que je décris sont liées aussi certainement à mon métier de journaliste et donc à mon métier d'écrivain des faits. Il y a une réalité haïtienne aujourd'hui qui est peuplée par la violence des gangs et donc je ne pouvais pas passer sous silence cette réalité haïtienne et dresser un tableau idyllique de la situation. Ce n'était pas ça l'objet. Oui. L'objet, c'était bien de parler d'Haïti telle qu'elle est aujourd'hui, telle que le personnage ou les personnages qui traversent cette partie haïtienne vivent leur quotidien. Et donc, il n'y avait pas une volonté de réhabilitation, mais il y avait une volonté de décrire la réalité tout en montrant que la grande dignité qu'avait ce peuple face à cette misère et comment, malgré cette misère, se développaient des histoires d'amour, des histoires de fraternité, des histoires de bonheur et de rêve qui peuplaient aussi tout ce peuple haïtien, malgré cette difficulté profonde et ces crimes qui s'y déroulent au quotidien. Alors, il y a les crimes, mais il y a aussi les trajectoires de vie qui sont difficiles, hein, avec une sorte de constante, soit les familles éclatées, soit les enfants abandonnés, hein, que ça soit Samson qui part et qui quitte sa famille pour chercher un meilleur ailleurs, ou Mélanie, fille d'Elmire, qui est élevée par sa tante, et donc avec ces pères qui sont plutôt absents. Est-ce que pour vous, ces situations familiales sont un peu caractéristiques de nos sociétés contemporaines, ou en tout cas de la société haïtienne? Oui, j'ai voulu montrer effectivement qu'il y a la notion d'exil. Oui. La notion d'exil est une notion qui traverse beaucoup la société haïtienne et beaucoup d'enfants, beaucoup
de jeunes sont obsédés par l'exil, sont obsédés par la sortie de cette misère. J'ai voulu également montrer, et là sur la partie martiniquaise, on peut dire également qu'il y a des tragédies de vie, et Mélanie notamment, qui est née d'un père inconnu, enfin quelque part inconnu, en tout cas qu'elle n'a pas connu, qu'elle n'a pas connu. Il n'est pas inconnu, mais qu'elle n'a pas connu et qu'elle a du mal à trouver, qu'elle a du mal à ressentir dans sa chair, mais qu'elle garde avec l'idée constante de le retrouver. Donc c'est aussi cette réalité sociale qui traverse nos peuples de la Caraïbe, quel que soit la Martinique, pays dit développé, ou Haïti, pays dit sous-développé. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, Mélanie, je vous cite à travers Mélanie, elle visait à réduire le supplice de l'écartèlement de leur statut d'orphelin et celui de la séparation de l'exil pour Samson, sans se l'avouer, le sien. Son exil parental, à deux, on est toujours plus fort. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est deux exils, en quelque part. Un exil de Samson qui doit quitter son pays, et Mélanie, un exil d'elle-même, par rapport à sa paternité inconnue. C'est ça. Alors, on l'a dit aussi tout à l'heure, la littérature est très présente. Dans votre roman, vous citez de nombreux auteurs, pas seulement haïtiens. Est-ce que c'est une façon d'honorer les nombreux talents écrivains haïtiens? Oui, c'est exactement. C'est une manière aussi de dire que ce peuple transpire la littérature, quelque part, et que on ne peut pas aller en Haïti sans avoir envie d'écrire sur Haïti. On ne peut pas connaître ces gens, ce peuple, sans avoir envie de lire ce qu'on dit sur eux. Et les auteurs haïtiens, et que ce soit des auteurs masculins ou féminins, ont cette faculté à bien faire, à faire comprendre et à transcrire exactement le mode d'expression de ce peuple. Et que ce soit en poésie ou en roman, les nouveaux poètes comme Jean d'Amérique, par exemple, quand on lit ses ouvrages, c'est vraiment une respiration, une transpiration de la souffrance de ce peuple, mais d'un peuple qui vit dans la dignité et qui aspire à la dignité, qui doit être reconnu dans sa revendication de dignité. Et qui donne une large place à l'éducation, à la formation, en tout cas à la lecture. Et votre personnage principal, donc Mélanie, la littérature pour elle est vraiment sa colonne vertébrale. Oui, c'est vraiment c'est ce qui la maintient debout quelque part. Hein. Elle lit au moins 2 livres à la fois et elle y cherche des réponses à ses tourments. Oui, c'est une grande lectrice. C'est une grande lectrice et elle a, sa chambre est une véritable bibliothèque, en quelque part. Elle a des cartons partout et elle classe les livres un peu par région géographique, par zone géographique. Alors, elle a des livres sur, bien sûr, la France, l'Europe, l'Amérique et Haïti. Et c'est ce carton de Haïti qui sera, dans lequel elle fouillera plus à foison au moment où elle s'en rendra compte que c'est là qu'elle va trouver quelque chose. Mais c'est une très grande lectrice. Donc, elle, comme vous l'avez bien dit, c'est sa colonne vertébrale. C'est ça qui la maintient debout dans sa quête d'elle-même. Dans sa quête d'elle-même et dans un contexte social difficile, compliqué. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important et essentiel pour vous, d'une façon générale, la littérature et la culture. Oui, je crois que le livre, l'écriture et la lecture sont parce que Mélanie aussi écrit. Oui, elle lit et elle écrit. Elle lit et elle écrit. Elle écrit des petits textes, elle écrit des petits romans, elle écrit des petits poèmes. Des grands poèmes, on va en parler tout à l'heure. Elle écrit des choses. Donc, elle est à la recherche d'elle-même à travers cette littérature et à travers cette écriture. Et c'est un élément clé du roman qui traverse l'ensemble des personnages, c'est l'écriture et la littérature. C'est ça. Et ça, on n'a pas besoin de
quel que soit je dirais, son rang social, pour aller vite, on voit que cette littérature et cette écriture, elle est partout. Elle est partout. Même si on est pauvre, même si on est intellectuellement un peu démuni, il y a ce besoin de lecture et d'écriture. C'est ça. Alors, vous soulignez aussi l'importance de l'imaginaire collectif par rapport à un imaginaire individuel. Quelle place faites-vous justement à cet imaginaire collectif par rapport à l'imaginaire individuel? Alors, c'est surtout une différence entre l'imaginaire et l'imagination. D'accord. L'imagination, c'est quelque chose de particulièrement, je dirais, égoïste. Individuel, on peut dire. Individuel. J'ai mon imagination, vous avez la vôtre. On n'est pas obligé de se la partager. Moi, j'ai mes propres rêves, j'ai ma propre imagination que je garde pour moi. Je peux très bien ne rien faire avec mon imagination. Vous pouvez très bien ne rien faire. Personne, en tout cas, ne nous oblige à faire quelque chose avec notre imagination. Par contre, nous avons un imaginaire commun. Vous et moi, nous avons le même imaginaire parce que nous vivons dans le même pays. Nous vivons sur une même île. Nous avons à peu près nous avons certainement à peu près reçu la même éducation. Nous avons la même manière de nous exprimer, de parler, de nous mouvoir. Nous avons notre langue, qui est le créole. Nous avons un certain nombre de points communs, et c'est tous ces points communs qui constituent l'environnement général de notre imaginaire. Et notre imaginaire, il est fondamentalement créole et martiniquais, pour ce qui est aujourd'hui. Absolument. Et je vous cite, vous dites « L'imaginaire est un concept collectif, il est le lieu commun d'un partage, il est la représentation d'un passé, d'un présent, d'un espace, d'un environnement, de traditions, d'un patrimoine, d'une éducation, d'une histoire, d'une culture commune. » Et c'est effectivement ce qui va un peu guider Mélanie dans son cheminement. Voilà, c'est cette réflexion qu'elle se fait, cette différence qu'elle se fait entre imaginaire et imagination, et c'est cette réflexion qui la guide à écrire ou à lire et à choisir tel ou tel livre par rapport à cette réflexion générale qu'elle a pour toujours en quête de sa propre existence. Alors, on l'a dit, elle écrit notamment des poèmes, puisque votre livre est ponctué de textes et de poèmes notamment écrit par Mélanie. J'ai envie de vous proposer de nous lire un extrait d'un poème que vous avez écrit, un poème de Mélanie, page 264. J'ai noté le poème, si vous voulez nous lire un petit extrait, pour voir vos talents de poète. Merci. Alors, ce sont les talents de poète de Mélanie. Sous le pont rouge de sang, taché, la rivière pleure. Éternelle vie de cadavres jetés au pourceau. Chair rance, pestiférée de purulence éclatée. Fatiguée du silence, la course est endormie. Sous le pont rouge de sang, eau stagnante, saumâtre de complotage. Sempiternelle offrande au chagrin de la terre. Supplique sanglotant murent les cachots. Las de mourir debout, les rebelles s'agenouillent. Sous le pont rouge de sang, révolte en tarissement, liberté séchée en tufs de téphra, solennel pantin d'oliboron de palais, drapeaux en déveine de parricides, échinés, les héros lessivent leur légende. Eh bien, on va laisser les auditeurs, les téléspectateurs découvrir voilà, le alors reste. Encore une fois, c'est un poème qui montre bien sa quête d'existence, et notamment sa quête d'existence vis-à-vis d'une partie de son pays qui est Haïti, puisque, comme vous le savez, le Pont Rouge, c'est le lieu où a été tué Dessalines, le père de l'indépendance haïtienne, en 1806, en octobre 1806. Et ce Pont Rouge a toute une histoire, bien sûr, dans l'histoire d'Haïti, mais également dans l'imaginaire haïtien. Très bien. Alors, on a vu les poèmes qui sont très présents dans votre ouvrage, mais aussi, vous utilisez beaucoup d'expressions créoles, que ce soit en créole martiniquais ou en créole haïtien, qui viennent ciseler votre écriture et les pages. Est-ce que ces expressions sont importantes pour vous? Pourquoi leur avoir donné cette place aussi importante dans l'ouvrage?
qui en fait aussi votre caractéristique. Oui, parce que j'ai tendance à dire que c'est un roman de l'oralité. C'est-à-dire que certes, c'est un écrit, mais les personnages, ils parlent. Ils parlent. Et j'ai voulu les écrire comme ils parlent. Et ils parlent avec des expressions. Ils parlent en images, ils parlent en créole, en français, etc. Donc j'ai voulu garder tout ça, ne pas en faire une traduction, si on veut. Et ne pas me dire, mais c'est de l'écrit. Non, c'est pas de l'écrit, j'ai voulu écrire l'oral. J'ai voulu écrire leur parler. En fait, traduire leur vie réelle. Voilà, Leur voilà, vie quotidienne c'est réelle. simplement montrer, être au plus près de leur réalité quotidienne. Et donc, pour cela, ne pas faire quelque chose de surfait, de traduction en pure langue française, si on veut. Qui perdrait l'authenticité des personnages. Des personnages. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Rudy, pour ces explications, ce partage. J'invite les téléspectateurs, évidemment, à découvrir ce magnifique ouvrage. Et je vous propose de nous présenter l'ouvrage que vous avez choisi de nous présenter dans la rubrique Coup de cœur. Alors Rudy, vous avez choisi de nous présenter un ouvrage de Jean-Marc Terrine. Oui. Alors il s'appelle Contes et paroles bellets, Polyphonie, esprit des bons lieux, qui est paru chez Jean-François Denel Éditions. Alors c'est un recueil de poèmes qui tourne autour de la musique bellet, mais qui nous présente justement cette musique sous la forme de quelque chose qui dépasse la musique. C'est-à-dire que s'il y a un esprit bellet, et cet esprit, il est beaucoup plus vaste que des simples soirées bellet, comme on entend jouer du tambour et annoncer. Il y a vraiment tout un esprit qui est autour, à la fois en termes de fraternité, en termes de solidarité entre les quartiers, en termes de manière de penser et de manière de vivre. Et donc, un univers particulier, qui est un univers excessivement riche et puissant, qui prend sa source dans la terre, qui prend sa source dans l'univers, au sens univers lunaire ou le ciel. Et tout est une harmonie, en quelque sorte, dans cet univers bellet. Et les poèmes que Jean-Marc a écrits sont d'une beauté fantastique. Vous voulez nous en lire un petit extrait? Oui, je vais vous lire juste un petit extrait. Il y en a un qui s'intitule « Gueule grand gouffre ». Déjà, le titre est déjà formidable. Alors, les moulins ont perdu leur tête dans le vent. La parole tourne pourtant, souffle vent dans l'avant, sur les ailes errantes des esprits corps portés, déportés, s'égarent dans les enclaves, au bout des chemins calcaires, madrépores, sédiments, sueur de la mer. On entend un chant d'engage, un blues dans la terre de blues. Voilà, donc on dépasse cette ronde du bellet pour vraiment aller encore avec d'autres cercles, beaucoup pour mieux comprendre ce que c'est que cet esprit du bellet, au sens où Jean-Marc l'emploie non pas avec bellet, c'est un bel air au sens de on a dépassé on a dépassé la ronde. On tourne dans l'au-delà. On est dans un au-delà du bellet, avec toute la fraternité que cela comporte. Et les textes qu'il a écrits sont une manière de bien comprendre ça. Écoutez, on va découvrir avec intérêt. Est-ce que ces poèmes ont fait écho chez vous, vous qui êtes féru de poésie? Oui, ces poèmes ont fait écho chez moi parce que justement, il nous parle de cet esprit des bons lieux à travers ces poèmes, et c'est un peu ce que je recherche, c'est cet esprit de notre imaginaire, c'est ce bon esprit que l'imaginaire créole crée chez nous. Ça, on en revient à l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure, l'imaginaire collectif.
Voilà. Merci beaucoup, Rudy. Je vous propose d'écouter un jeune qui va nous Oui. parler lui aussi de son coup de cœur dans la rubrique Je kiffe mon livre. Hello tout le monde, je m'appelle Belinda, j'ai 13 ans, je suis en classe de 5e à la Césarama. J'aimerais vous parler de mon nouveau coup de cœur, Les filles au chocolat, particulièrement le tome 1, Le cœur se glisse de Cathy Cassidy. C'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Chérie Costello. Elle est mystérieuse et débordante d'imagination. Malheureusement, elle a perdu sa mère et son père refait sa vie avec une autre femme à Glasgow. Du coup, elle a une famille de 4 demi-sœurs et elle rêve d'être acceptée par elle. Mais la situation se complique. Elle tombe amoureuse du petit copain de l'une de ses demi-sœurs. Que va-t-il se passer? Je vous invite à le lire pour découvrir la suite. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il aborde plusieurs thèmes comme l'amitié, les difficultés dans les relations familiales. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de le lire. À bientôt. Elle est toute Ouais, pétillante, ouais, hein, elle est Belinda. vraiment elle est formidable. Et elle a 13 ans. Et elle a 13 ans. Elle a une facilité du dire qui est assez Une facilité fascinante. d'élocution Ah et oui, elle est oui. convaincue par Elle son est ouvrage. excessivement convaincue. Et, C'est un bel et- espoir pour nos jeunes. ah oui, oui, bon espoir et elle a du cœur. C'est Elle a ça. du cœur. Très bien. Écoutez, merci Rudy. Il y a pas de Merci quoi. pour ce moment d'échange. Notre émission s'achève. Et je Merci. vous dis à bientôt. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage dans la prochaine édition de Au gré des pages. À bientôt.